Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour votre journal de 19h. L'essentiel de l'actualité internationale et nationale de ce vendredi 29 août à venir juste après les titres. Plus de 55 martyrs depuis l'aube dans la bande de Gaza au 693e jour de l'agression génocidaire sioniste. Un bilan global en hausse. Enfants, femmes, la machine de guerre sioniste n'épargne personne. L'armée d'occupation déclare la ville de Gaza zone de combat, une escalade dangereuse qui confirme l'intention de l'entité sioniste d'occuper toute l'enclave palestinienne et soumettre ses habitations à des déplacements forcés. La FINUL poursuivra ses activités au Liban jusqu'en décembre 2026, puis s'en ira progressivement. Le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte à l'unanimité une résolution qui prolonge le mandat de la mission onusienne en vigueur depuis 1978. Et puis l'Allemagne compte désormais 3 millions de chômeurs, une situation qui ne s'est plus produite depuis 2015. Les experts pointent du doigt une véritable descente aux enfers de la première économie européenne. Bonsoir à tous. L'hécatombe se poursuit à Gaza au 693e jour de l'agression génocidaire sioniste contre les Palestiniens au sein de l'enclave palestinienne, soumis à des souffrances à n'en plus en finir. L'étau de la mort se resserre autour de millions de civils soumis au massacre quotidien et une famine méthodiquement organisée par la machine de guerre sioniste. Le bilan des victimes durant les dernières 24 heures fait état de 59 martyrs et 224 blessés, portant le niveau global des Palestiniens tués par l'entité sioniste depuis le 7 octobre 2023, 63 025 martyrs, auxquels s'ajoutent 159 490 blessés. Et plus de 55 martyrs ont été signalés dans différentes structures médicales dans la bande de Gaza depuis l'aube de ce vendredi 29 août. Dans la région de Jabalia Nezla, l'on dénombre 3 martyrs issus de la famille Dedda, dont la maison a été bombardée par l'armée d'occupation. L'on compte également 3 martyrs et plusieurs blessés à Haïzeitoun, un enfant tombé en martyr au camp Chat, 2 martyrs tués à Khan Younis alors qu'ils tentaient d'inspecter leur maison dans la région de Tel El Hawa. L'on déplore également 5 martyrs et des blessés dont des bombardements de la maison de la famille Achour et au moins 3 martyrs à Bouraïj. Plus de 5 martyrs parmi les demandeurs d'aide alimentaire ont cependant été signalés durant les dernières heures également. Et nous ne cessons de le répéter depuis le début de ce génocide. Les enfants restent la cible prioritaire de la machine de guerre sioniste qui en a déjà tué plus de 20 000, comme en témoignent ces images insoutenables d'un nouveau carnage au quartier de Sheikh Radwan, au nord-ouest de la ville de Gaza, où des civils, dont plusieurs enfants, ont été pris pour cible par l'armée sioniste. Et des linceuls blancs recouvrés en ce vendredi 29 août, les corps sans vie de 6 membres d'une même famille à l'hôpital Shifa. Ils ont été tués dans un bombardement de l'armée d'occupation dans la ville de Gaza. Dans la nuit de jeudi à vendredi, la frappe a visé une tente qui abritait la famille en question.
Ce n'est pas une guerre, ce sont des massacres. C'est une guerre d'extermination, et non une guerre entre deux camps, mais une guerre menée par un seul camp pour exterminer toute la population de la bande de Gaza. Ce n'est pas une guerre, c'est une extermination, une déportation, un déplacement et la destruction des jeunes avant les personnes âgées, des femmes avant les hommes. Et contre vents et marées, l'entité sioniste confirme chaque jour un peu plus son intention de prendre le contrôle total de la bande de Gaza, une stratégie que l'armée d'occupation tente de mettre en œuvre à partir de la ville de Gaza qu'elle a déclarée aujourd'hui comme étant une zone de combat. L'armée d'occupation sioniste franchit une nouvelle étape dans sa volonté de poursuivre sa politique d'épuration ethnique dans la bande de Gaza, en déclarant la ville de Gaza comme zone de combat, alors qu'elle menace depuis plusieurs jours d'y lancer une nouvelle offensive terrestre. Prétextant une pause tactique qui ne s'appliquerait pas à cette zone où se trouvent actuellement pas moins d'1 million de Palestiniens soumis à toutes sortes d'exactions génocidaires, la machine de guerre sioniste ne cache plus ses intentions d'occuper la bande de Gaza et d'y organiser un déplacement forcé de la population. Par ailleurs, l'entité sioniste continue de faire fi des pressions internationales en plus de la sourde oreille à l'ensemble des voix appelant à cesser immédiatement toute manœuvre visant à prendre d'assaut la ville de Gaza, en soulignant l'ampleur de la catastrophe qu'une telle escalade militaire pourrait engendrer dans la bande de Gaza. De manière incroyable, les civils sont confrontés à une nouvelle escalade meurtrière. Les premières mesures prises par Israël pour prendre le contrôle militaire de la ville de Gaza marquent une nouvelle phase dangereuse. L'intensification des opérations militaires dans la ville de Gaza aura des conséquences dévastatrices. Des centaines de milliers de civils déjà épuisés, traumatisés seront contraints de fuir une fois de plus, plongeant leur famille dans un danger encore plus grand. Cela doit cesser. Inquiet, le chef de l'UNRWA a alerté contre un désastre total imminent. Envahir la ville de Gaza exacerberait la dégradation sans précédent de la situation humanitaire, la famine caractérisée et fera davantage de victimes parmi la population civile. Cela doit cesser immédiatement. Comme vous le savez, les habitants de Gaza sont désormais en état de famine, déclaré il y a environ une semaine. Et nous parlons maintenant d'une offensive militaire majeure avec l'évacuation totale d'une population extrêmement affaiblie. Si l'opération militaire a eu lieu au milieu de cette population, cela ajoutera encore plus de souffrance, tuera encore plus de gens et ce sera un désastre total. Total. Nous avons à Gaza près d'1 million de personnes entre la ville et le gouvernorat du Nord qui n'ont pratiquement nulle part où aller et n'ont même pas les moyens de se déplacer. L'assaut terrestre programmé sur la ville de Gaza s'est progressivement intensifié au cours de la semaine dernière et les frappes répétées sur des quartiers surpeuplés font craindre le pire. Et la Russie hausse le ton au sujet du génocide à Gaza. Le ministère russe des Affaires étrangères a appelé jeudi les États membres du Conseil de sécurité à adopter une résolution pour mettre fin à la famine et à l'agression sioniste. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré dans un communiqué de presse que la Russie exige que le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte un projet de résolution sur Gaza axé sur la résolution de la catastrophe humanitaire et appelle l'entité sioniste à empêcher une nouvelle détérioration de la situation dans cette même bande de Gaza. Et puis la Turquie qui décide d'interdire aux navires de l'entité sioniste d'utiliser ses ports, interdire également aux navires turcs d'utiliser les ports situés dans les territoires palestiniens occupés et d'imposer également des restrictions aux avions entrant dans l'espace aérien turc. Nous avons fermé nos ports aux navires israéliens et nous n'autorisons pas les navires turcs à accéder aux ports israéliens. Je tiens à souligner qu'aucun autre pays n'a totalement interrompu ses échanges commerciaux avec Israël. Nous n'autorisons pas les porte-conteneurs transportant des armes et des munitions à destination d'Israël à entrer dans nos ports, ni les avions à pénétrer dans notre espace aérien.
Et elle portera le nom de Soumoud Mondial, une nouvelle flottille réunissant des civils de plus de 44 pays s'apprête à faire cap dimanche prochain sur Reza à partir de la ville espagnole de Barcelone. Elle ne comptera pas un seul, mais une dizaine de navires. L'objectif reste le même, tenter de briser le blocus humanitaire sioniste sur l'enclave palestinienne. Nous réunissons plus de 44 pays du Sud et du Nord dans un même mouvement, dans un même espace. Nous avons des dizaines de navires, des centaines de participants à bord et des centaines de personnes qui organisent le processus. Nous avons convenu de lui donner un nom, Flottille Soumoud Mondiale. Mondiale car elle représente le monde entier, car les 5 continents y participent. Soumoud signifie résilience, inspiré par la résilience du peuple palestinien. Le gouvernement israélien est un gouvernement génocidaire qui ne respecte absolument pas le droit international, les droits humains et les conventions. Tout est possible si les gouvernements et les pays ne décident pas de mettre fin à leur complicité et n'agissent pas. Ils agissent pour défendre les droits humains et garantir un passage sûr à cette flottille composée de civils transportant de l'aide humanitaire et tentant d'acheminer de la nourriture et des médicaments à Gaza sans violence et de briser le siège. Et le Liban a salué la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies votée hier à l'unanimité, prolongeant pour une dernière fois le mandat de la force de maintien de la paix dans le sud du pays jusqu'au 31 décembre 2026. Les 15 membres permanents et non permanents du Conseil avaient pour rappel commencé la semaine dernière des discussions autour d'un projet de résolution qui vise à renouveler ce mandat des quelques 10 800 casques bleus. La résolution prolonge en effet la présence de la FINUL jusqu'au 31 décembre 2026 et exprime l'intention du Conseil de travailler à un retrait de la FINUL avec l'objectif que seul le gouvernement libanais assure la sécurité dans le sud du pays. Le texte appelle également les forces sionistes à se retirer du nord de la ligne bleue, y compris des 5 positions tenues actuellement au territoire libanais. Le Conseil et ses États membres ont la responsabilité juridique d'empêcher Israël de violer la souveraineté du Liban et d'empêcher la reconstruction de l'État conformément aux aspirations du gouvernement et du peuple libanais, conformément aux paragraphes 3 et 4 de la présente résolution, ainsi que le retrait total, complet et inconditionnel d'Israël de tout le territoire libanais, y compris des 5 zones frontalières, la levée des zones tampons et la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers libanais. Et l'Algérie a affirmé que la décision du Conseil de sécurité de prolonger le mandat de la force intérimaire des Nations Unies au Liban ouvre la voie à un nouveau chapitre pour le pays et le Moyen-Orient. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a souligné lors de son intervention que sans mettre fin à l'occupation par l'entité sioniste des territoires arabes, la paix et la stabilité dans la région resteront hors de portée. De ces efforts, si l'occupation israélienne de terres arabes ne prend pas fin, la paix et la stabilité dans la région continueront de nous échapper. Israël ne s'est pas encore acquitté de ses engagements en vertu de la résolution 1701 et de l'accord de cessation des hostilités. La résolution adoptée aujourd'hui ouvre un nouveau chapitre pour le Liban et pour le Moyen-Orient. Sa mise en œuvre doit être totale et non pas sélective. Toutes les obligations doivent être respectées, y compris les obligations qu'Israël continue d'ignorer jusqu'à aujourd'hui. Moyen-Orient toujours, l'Iran a qualifié d'illégale l'action menée par la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne pour avoir lancé un processus de 30 jours afin de réimposer des sanctions aux Nations Unies à l'Iran en raison de son programme nucléaire. La télévision iranienne a affirmé que le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, s'était entretenu avec les pays de la Troïka européenne et la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère, Kaja Kallas, pour leur demander d'inverser ce processus.
Le recours par les Européens au mécanisme de retour à la normale est illégal. Lors d'un entretien téléphonique avec leurs homologues de 3 pays européens et le chef de la diplomatie de l'Union européenne, le ministre des Affaires étrangères a qualifié d'illégal leur action visant à initier le processus de rétablissement des actions du Conseil de sécurité contre l'Iran. Monsieur Araghchi, soulignant l'engagement de l'Iran en faveur de la diplomatie, a averti que Téhéran réagirait de manière appropriée pour protéger ses droits et ses intérêts nationaux. Le ministre des Affaires étrangères a exprimé l'espoir que les 3 pays européens corrigent cette décision erronée dans les meilleurs délais. Et dans l'actualité africaine, la 4e édition de la foire commerciale intra-africaine IATF 2025, qui sera organisée début septembre en Algérie, promet d'être une rampe de lancement pour la zone de libre-échange africaine. Selon les experts, l'événement représente une occasion de concrétiser des applications concrètes en matière de libéralisation tarifaire et d'harmonisation des règles d'origine pour une plus grande fluidité du commerce intra-africain. La tenue de la foire commerciale intra-africaine à Alger symbolise l'ambition d'un continent qui cherche à mieux se connaître, se connecter et échanger sans dépendance extérieure. En rassemblant tous les acteurs économiques, l'IATF 2025 vise à ouvrir de nouveaux espaces commerciaux, réduire les barrières tarifaires et encourager la production locale. L'un des objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine est de porter la part du commerce intra-africain à 25% d'ici 2030 contre environ 15% actuellement. Pour y parvenir, des efforts sont attendus de chaque État membre. Politique coordonnée, infrastructures adaptées et mécanismes efficaces pour fluidifier les échanges. Cet événement représente une occasion de concrétiser des applications concrètes en matière de libéralisation tarifaire et d'harmonisation des règles d'origine, ce qui devrait accélérer la mise en œuvre effective de l'accord de contrat de la ZLECAf, qui seront signés à cette occasion et ouvriront la voie à une plus grande fluidité du commerce. Dans cette perspective, l'Algérie se positionne comme un acteur engagé en facilitant les connexions économiques et en soutenant l'émergence de corridors commerciaux structurants. L'organisation de cette foire s'inscrit donc dans une vision plus large où la coopération africaine devient un levier pour construire un développement fondé sur des synergies régionales et l'exploitation intelligente des ressources locales. L'événement intervient dans un contexte où s'accroît l'élan continental pour renforcer les échanges africains et réduire la dépendance aux marchés extérieurs. Je salue l'adhésion de l'Algérie au système panafricain de paiement et de règlement, ce qui confirme son fort engagement à s'inscrire dans l'agenda de la ZLECAf. L'interconnexion des économies apparaît ainsi comme une voie incontournable pour renforcer la résilience, créer de la valeur ajoutée sur le continent et répondre aux besoins croissants d'une population estimée à 1,4 milliard d'habitants. Depuis Alger, la ZLECAf prend un nouveau souffle, celui d'un continent décidé à créer ses propres dynamiques économiques, à renforcer sa souveraineté et à miser sur ses complémentarités régionales pour construire un avenir commun pensé par et pour l'Afrique. Rendez-vous donc le 4 septembre pour le lancement de l'événement. Nous restons en Algérie avec une croissance du secteur hydrocarbures estimée à 5,7% par le Conseil monétaire et bancaire algérien. La croissance économique du pays a atteint 4,5% au premier trimestre 2025. Elle fait écho à un nouvel assouplissement du taux directeur par la Banque d'Algérie afin de renforcer la capacité du système bancaire à financer l'économie nationale. Nouveaux indicateurs économiques encourageants pour l'Algérie. Un rapport de la Banque centrale algérienne révèle une nette décélération de l'inflation, l'un des chevaux de bataille du gouvernement algérien. En glissement annuel, l'inflation globale est tombée à 0,35% en juillet 2025, soit une baisse de 6 points par rapport au même mois de 2024. L'inflation moyenne annuelle
a également reculé à 3,14% en juillet 2025 contre 6,12% en juillet 2024. L'inflation sous-jacente a suivi la même tendance, passant de 3,92% en juillet 2024 à 2,58% en juillet de l'année en cours, confirmant le repli durable de l'inflation restée durant plusieurs mois consécutifs en dessous de l'objectif de la politique monétaire nationale. Par ailleurs, des améliorations au niveau des objectifs de croissance hors hydrocarbures sont à souligner. Elle atteint 5,7% au premier trimestre de 2025 contre 4,3% au premier trimestre de l'année précédente. Celle-ci a eu pour effet de booster la croissance économique globale au cours du premier trimestre de l'année en cours, affichant 4,5% contre 4,2% à la même période de 2024. Au volet financier, le Conseil monétaire et bancaire de la Banque centrale algérienne a décidé d'abaisser le taux directeur de 25 points de base, le fixant à 2,75% contre 3% auparavant. Cet assouplissement, explique-t-on du côté de la Banque d'Algérie, vise à renforcer la capacité du système bancaire et financier à soutenir l'économie nationale à la lumière des évolutions récentes et des perspectives à moyen terme. Et puis, contraste saisissant, mais ô combien significatif des disparités sociales au Maroc, entre d'une part une paupérisation accrue des couches défavorisées et vulnérables sous le poids de la crise économique, et celle d'un enrichissement sans vergogne d'une certaine classe aisée et proche du palais royal. Un gouffre sépare ces deux versions d'un Maroc qui compte officiellement 2,5 millions de pauvres, mais où le nombre de millionnaires atteint 7500 selon le dernier rapport sur la richesse de l'Afrique 2025 émis par le cabinet Henley & Partners. Le nombre de millionnaires a grimpé de 40% durant l'année de référence. La ville de Marrakech affiche une augmentation de 67% du nombre de ces millionnaires durant les 10 dernières années, devenant ainsi un centre de concentration de la richesse au Royaume du Maroc. Conflit en Ukraine, Paris et Berlin ont assuré vendredi lors d'une rencontre qui a réuni les deux dirigeants français et allemands à Toulon qu'ils allaient continuer à faire pression pour que des sanctions supplémentaires soient imposées à la Russie. Macron et Merz ont par ailleurs indiqué être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne le besoin de permettre à l'Ukraine d'avoir des garanties solides en matière de sécurité. Et je vous en parlais en titre, un cap symbolique pour les uns, le résultat de 3 ans de récession pour les autres. L'Allemagne compte désormais plus de 3 millions de demandeurs d'emploi. Le pays n'avait pas connu pareille situation depuis 10 ans. Le chômage a augmenté de 46 000 personnes au mois d'août pour concerner 3,02 millions d'individus. En août, ce que nous attendions s'est produit. En raison des vacances d'été, le chômage a dépassé les 3 millions. Les entreprises restent prudentes quant à la publication des nouvelles offres d'emploi. L'emploi soumis à cotisation sociale est en légère hausse. Le léger recul du recours au chômage partiel ces derniers mois se poursuit. Le marché du travail reste marqué par le ralentissement économique de ces dernières années. Cependant, des premiers signes, bien que subtils, de stabilisation apparaissent. En août, le chômage a augmenté de 46 000 pour atteindre les 3 025 000 chômeurs. Dans le reste de l'actualité, la Cour constitutionnelle thaïlandaise a démis de ses fonctions la désormais ex-première ministre Paetongtarn Shinawatra après l'avoir reconnue coupable de faute éthique suite à un appel téléphonique jugé controversé avec l'ancien dirigeant du Cambodge, Hun Sen, selon plusieurs médias. La décision de vendredi fait de la responsable thaïlandaise le 5e Premier ministre depuis 2008 à être démis de ses fonctions par des juges thaïlandais. Tout d'abord, par respect pour la procédure judiciaire, j'accepte le verdict de la Cour constitutionnelle. Cependant, en tant que Thaïlandais, je tiens à insister sur ma pure intention et ma véritable détermination à servir le pays depuis le début. Dans la conversation téléphonique qui a fuité, je n'ai rien demandé par intérêt personnel. Et puis on se quitte sur ces images impressionnantes des crues intervenues dans la ville saoudienne de Taïf hier soir.
Les rues et les routes ont été littéralement submergées d'eau à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la région sud-ouest du pays, sans toutefois causer de dégâts. C'est la fin de ce journal, un programme que vous pouvez revoir sur nos différentes plateformes web en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité se poursuit sur Al 24 News, notamment avec l'échiquier international présenté par Tinhinen Makassi.